Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup à PUC pour l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Euh, et je voudrais en fait qu'on commence, puisqu'on est un petit groupe, de peut-être commencer par un check-in et pour savoir un petit peu qui vous êtes et si vous pouvez simplement partager aussi dans quel état d'esprit vous vous trouvez là aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans une situation assez particulière. Euh, et puis aussi partager euh, euh, pourquoi vous êtes ici en fait. Pourquoi est-ce que vous décidez de prendre 1 heure de votre temps pour venir m'écouter? Ça m'intéresse. Alors, je peux commencer. Dans quel état d'esprit je me trouve? Je trouve un état d'esprit mixte parce qu'on risque d'avoir un nouveau confinement, les écoles qui risquent de refermer. J'ai une fille de 8 ans. Et donc voilà, c'est pas facile. Et puis en même temps, je suis assez convaincu qu'il y a une opportunité énorme devant nous pour profiter de ces changements qui sont en train de se passer dans la société pour construire de nouvelles bases pour la nouvelle génération. Et donc voilà. Alors je vais passer la parole au hasard Valérie. Et puis si tu peux passer la parole après à quelqu'un d'autre, comme ça on peut avancer vite. Très bien. Oui, donc moi je suis chez RMB, je suis responsable du développement, très intéressée depuis longtemps par tout ce qui est sustainability, comme l'a dit Philippe. Et en même temps, comme toi, je pense que cette situation qu'on vit, c'est une opportunité de se réinventer. En même temps, je constate au quotidien et aussi pour avoir déjà participé à pas mal de discussions avec Philippe, que le step entre nos convictions profondes et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de réaliser à travers nos métiers, parce qu'on pense que nos métiers peuvent aider pour la sustainability, et ce qu'on est vraiment capable de mettre en œuvre à côté de notre day-to-day, c'est vraiment compliqué. Et donc, en fait, voilà, moi, j'espère, au travers l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est de voir comment, de manière très opportuniste, finalement, on peut vraiment faire des choses concrètes, des petits pas. Oui, c'est toujours des petits pas, mais comment est-ce qu'on intègre vraiment ça dans notre quotidien? Parce que voilà, les enjeux économiques sont tels que il y a toujours quelque chose qui passe avant malgré tout. Et voilà. Donc, un échange sur ce sujet-là. Et sinon, bon, voilà, je suis dans un état d'esprit très positif malgré tout. Voilà, je suis dans un état d'esprit très positif, donc je disais bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là. J'ai durement gagné ma place. Merci pour ça, Philippe et Laetitia. Écoute, je suis là parce que l'aspect environnemental, sociétal, durabilité, etc., c'est un sujet, je pense, qui doit nous toucher tous, qui, moi, me touche aussi bien personnellement que professionnellement. On a plusieurs projets chez nous en interne. J'ai à cœur de pouvoir contribuer à les mener à bien avec le reste de l'équipe. Et je veux surtout savoir comment faire bien les choses, comment apporter du sens à ce qu'on fait, comment le faire intelligemment, avec de la valeur pour les gens, sans au final être taxé de greenwasher ou d'opportuniste parce que c'est un sujet d'actu et que donc forcément on doit y être. Et comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre tout ça pour que un projet prenne vie et de préférence un projet ambitieux voilà, c'est un petit peu ça la démarche. Je vais donner la parole à Charlotte. Bonjour tout le monde, merci Miguel de m'avoir passé la parole. Ben oui, donc moi c'est Charlotte, je travaille donc chez Universal Media, donc une agence média de chez Media Brands. Mais voilà, en fait vraiment le titre en fait de la réunion m'a vraiment interpellée. Donc ben, aussi parce que vu la situation et le contexte actuel, mais aussi parce que je pense qu'avec ce Covid, tout le monde est un peu à la recherche de sens et en effet publicité. Et ben, comme on dit, réduire l'empreinte carbone, etc., c'est un peu d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des possibilités pour un peu plus donner de sens et réduire l'empreinte carbone pour que tout le monde contribue à un monde meilleur. Hein. Finalement, c'est assez basique, mais c'est un peu l'ABC. Donc voilà. Bonjour à tous, moi c'est Marine, je suis journaliste pour le magazine Pub. Je suis ici tout simplement parce que j'ai déjà interviewé Xavier pour un article pour le dernier numéro qui parlait de la TV et des data, et donc notamment de la TV de demain. Et j'ai trouvé cette interview très inspirante, donc j'ai hâte de voir ce que Xavier nous réserve en termes de communication durable. Et voilà. Merci. Et donc je passe la parole à Ikram.
Bonjour à tous, moi c'est Ikram, je suis stagiaire depuis peu chez Pub. Aujourd'hui, je suis dans la réunion pour un petit peu prendre part à la discussion quelque part autour de tout ce qui est communication durable, parce que c'est vrai que comme on l'a dit précédemment, le changement est très compliqué dans le sens où il y a toujours des gens qui y sont réticents et pour la partie de la population qui ne l'est pas, c'est toujours compliqué de savoir par où commencer. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant parce que là, on est dans une phase de crise où il y aura forcément un changement et il y a des opportunités. Et c'est vrai que de savoir comment communiquer sur une transition qui est quelque part vitale au final, c'est très important. Et savoir comment se situer aussi pour ne pas tomber dans ce côté, si on l'a dit précédemment, greenwashing, opportuniste, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que personnellement, comme je suis une génération qui va être concernée par le futur et que fatalement, plus tard, si j'ai des enfants, ils seront aussi concernés. J'aimerais bien savoir comment on va petit à petit mettre les pieds dans cette transition au niveau communication, mais aussi au niveau humain quelque part, parce que ça, on oublie souvent, mais il y a des humains derrière tout ça. Donc, voilà. Nous, je travaille avec Miguel, donc je suis CEO de N Group, et c'est vrai que dans un monde de médias somme toute assez superficiel et encore plus en tant que radio musicale, on est là pour divertir. On s'est toujours posé la question de quel sens on pouvait donner à nos activités au-delà de ce divertissement. Et chez N Group, on a une devise, c'est de dire on ne sera peut-être pas les meilleures radios du monde, mais on veut être les meilleurs pour le monde. Ça peut sembler assez pompeux, mais on essaye de concrétiser ça. On est par exemple le premier groupe média CO2 neutre depuis 2015, donc on y travaille. Et le Covid, la crise du Covid, elle nous donne des opportunités, elle nous permet aussi de prendre le temps pour concrétiser ces engagements. Et 2021 est à ce titre une année charnière pour nous, puisqu'on a décidé de céder à partir des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU, pour challenger en fait toutes nos démarches et nos engagements et nous préserver de greenwashing. Donc on veut vraiment concrétiser et rationaliser nos approches pour ne pas qu'on puisse nous taxer d'opportunisme. Voilà, sacré chantier. Je donne la parole à Bart. Oui, vous m'entendez? Ok, merci. En fait, je crois que je suis le seul néerlandophone dans le groupe, donc pardonnez-moi les fautes que je vais faire en français. Moi, je suis depuis très peu, je suis commercial chez Pub. Avant, j'ai travaillé quand même longtemps dans le monde de la musique. On vendait des CD, figurez-vous, il y a très longtemps. Et à un moment donné, un jeune rentrait dans mon bureau en disant Bart, il y a Internet. Je dis, il y a quoi? Internet. Et je dis, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire que tu vas plus vendre des CD. Puis je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Donc en fait, après, j'ai travaillé dans le vêtement aussi. Donc moi, je sors d'une génération avant la période de sustainability. Et maintenant, j'ai aussi deux fils à la maison, dont un qui a 20 ans et un autre de 18 ans. C'est une nouvelle génération. Moi, je veux maintenant apprendre, essayer de comprendre dans quel monde ils vont se retrouver demain. Je veux les accompagner et moi, je veux aussi faire en sorte que je participe à la bonne chose. Voilà, merci. Je passe la parole qui n'a pas encore été à Philippe. Mathieu, ne pas parler. Je ne vais pas garder le micro longtemps, je sens me débiner. Donc, moi, je suis convaincu, tout en étant plutôt de la même génération que Bart, je suis tout à fait convaincu que le changement, ce n'est pas demain, le changement, c'est maintenant, et qu'il faut non pas stigmatiser les gens, les marques, les médias, il faut stigmatiser personne, mais il faut les accompagner effectivement et les aider à aller effectivement vers une démarche qui est plus responsable et durable. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jens Vlaming. Je travaille chez Mediafield depuis 3 ans. Mediafield est aussi Media Expo. Nous sommes la régie de Brussels Expo, qui fait tous les bâches monumentales et les trucs comme ça. Moi, je fais le sales chez le team. Mathieu, le Big Chief. Oui, je connais bien Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Donc moi c'est Laetitia, je travaille chez Pub depuis 3 ans en tant que webmaster.
Et donc, moi, je suis là autant pour animer la partie technique et l'enregistrement de la session et pour pouvoir la retransférer après. Mais surtout parce que la thématique, comme Philippe le disait en aparté tantôt, est quelque chose qui est une valeur que j'apprécie beaucoup. Et donc, avoir diverses opinions et voir comment les choses peuvent évoluer dans le milieu, c'est toujours très intéressant, surtout pour les valeurs de pub aussi. Donc voilà. Fini la mission des sociétés il y a un mois, c'est colorer la vie des gens avec des médias et des moyens assez exceptionnels. Et donc, dans ce cadre-là, on a un projet qui s'appelle PTTP, qui peut s'expliquer comme Power to the People, Power to the Planet, Power to the Peaceful, et dont l'objectif est de remettre au pouvoir les consommateurs dans les médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans le secteur où nous on est actifs, c'est-à-dire l'affichage, c'est un média à un sens, les annonceurs envoient de l'information vers les consommateurs uniquement, et donc la thématique de co-création de contenu, mais non publicitaire, du contenu, du message des citoyens vers les autres citoyens via l'affichage, notamment l'affichage digital, est un projet avec lequel on est occupé stratégiquement à réfléchir, parce qu'on pense qu'une partie des médias dans l'espace public doivent tout simplement être remis à la disposition des consommateurs, non seulement des consommateurs reviennent vers l'affichage. Voilà. Super. Ben voilà, merci beaucoup à tous. C'est super de pouvoir entendre un petit peu ce qui vous amène ici et surtout de voir que, waouh, effectivement, comme quelqu'un l'a dit, c'est facile d'oublier que derrière toutes ces marques, il y a des personnes, des êtres humains et que, en fait, on veut tous la même chose. On veut tous finalement construire un monde durable pour tout le monde. Et du coup, la question qui est évidemment importante sur toutes les lèvres, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser finalement toutes ces plateformes, toutes ces organisations, ces outils qu'on dispose pour finalement contribuer à cela, alors que le day-to-day, finalement, nous impose des priorités qui ne sont pas toujours alignées avec l'urgence de notre société aujourd'hui. Alors, j'ai évidemment pas toutes les réponses. Je suis moi-même dans le même chemin que vous. Par contre, je peux apporter juste peut-être quelques frameworks que j'utilise moi-même dans mes propres aventures pour essayer de mieux comprendre ce monde et surtout pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut contribuer comme j'aime le dire en tant qu'entrepreneur, notre goal, c'est de rapprocher le futur plus près du présent, tout en construisant des escaliers avec des marches qui ne sont pas trop hautes pour que les gens puissent finalement venir avec nous pour venir découvrir ce futur. Alors, je vais partager avec vous donc, une petite présentation, discuter un peu de tout cela. Est-ce que vous la voyez? Je ne sais pas si... est-ce que vous voyez la... On la voyait, oui. Vous la voyez, mais plus maintenant. Est-ce que là, vous la voyez toujours? Mais non, vous la voyez ou toujours pas? Non. Non? Alors, comment ça se fait que ça... voilà, là, maintenant? Oui, mais l'écran est blanc, c'est normal peut-être. Mais l'écran est blanc. Non, ça, c'est pas normal. Hop. Là, ça, c'est embêtant. Vous voyez l'écran de Xavier Daman, il nous dit. Donc, vous voyez l'écran de... comment ça se fait que... Keynote voilà, vous voyez la présentation là? Oui, on voit écran noir avec View, Zoom, Table, Chat. Ok, mais alors je vais faire... Timeline. Attendez, je vais peut-être faire comme ça. Vous voyez marketing? Non? Non. Ah là. Bon, mais sinon, c'est pas grave, on le fera autrement. On va donner un dernier essai. Voilà, comme ça? Là, on voit. Ouais, voilà, bon, on va faire comme ça. Il n'est pas en plein écran encore, mais c'est pas grave. Ouais, mais on va le laisser comme ça on est sûr que je peux vous voir aussi en même temps. Donc voilà, en fait, ce que je voudrais parler avec vous, c'est... Donc voilà, donc on est dans ce schéma donc,
La technologie permet chacun de devenir producteur. Et du coup, on passe d'un monde centralisé à un monde qui est de plus en plus décentralisé. Et donc, c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans le monde. Et donc, on était dans ce monde de la révolution industrielle, donc un nombre très limité de producteurs. Et donc, c'était de ce schéma-là. Et donc, chaque, finalement, personne est un consommateur. Et on se retrouve avec des équipes marketing qu'on engage, qui sont partie intégrante, finalement, de la société, et qui doivent crafter un message qui va pouvoir être mis sur l'antenne et partagé pour tout le monde, qui a pour but, finalement, aux gens de consommer plus. C'est ça, avant tout, le but du marketing, c'est de faire que les gens créer des nouveaux besoins finalement pour augmenter la consommation. On arrive maintenant dans cette ère des réseaux avec le développement des technologies où finalement il y a beaucoup de producteurs, finalement beaucoup de gens peuvent eux-mêmes créer leurs propres médias, mais aussi leurs propres startups. Donc on se retrouve avec beaucoup plus d'entités différentes. Les gens ne sont plus que des consommateurs, mais sont des co-créateurs. Et donc on n'est plus seulement dans un jeu de compétition, dans un zero-sum game, comme auparavant, on se retrouve dans un jeu de coopération, où la seule façon de pouvoir toucher l'ensemble de la population dans ce nouveau monde, ce n'est plus comme avant, juste en payant une publicité sur un média de masse, mais c'est finalement en coopérant avec des producteurs locaux, des communautés locales, qui vont finalement partager votre contenu et le traduire dans un langage que la communauté locale va comprendre. Et donc, on se retrouve finalement avec différentes réalités locales et des initiatives qui sont bottom-up. Et c'est là qu'on voit qu'il y a finalement un changement de paradigme assez fondamental et qu'il y a un disconnect grandissant entre donc, les goals du marketing qui étaient finalement de créer des besoins individuels et d'augmenter la consommation et finalement des besoins de la société qui aujourd'hui a une urgence climatique, qui doit réduire son empreinte écologique, qui doit réduire aussi la polarisation. On le voit très fort avec les problèmes Trump et tout ça, Brexit, aussi les anti-vaccins, etc. etc. Et finalement, le but ultime qui est d'augmenter le bien-être collectif. Et alors, face à cela, face à cette disconnexion croissante, on voit que finalement, la société réagit. Et donc, on voit maintenant Amsterdam qui vient de bannir les publicités pour l'énergie fossile. Il y a donc The Guardian qui refuse maintenant de recevoir de la publicité aussi de l'industrie fossile. Les personnes aussi, on remarque que, surtout dans la nouvelle génération, que les gens ne sont plus prêts à travailler pour n'importe quelle société juste pour avoir un salaire. Et c'est surtout les gens qui ont la chance de pouvoir choisir finalement ce qu'ils peuvent travailler. Il y a une étude ici en Suisse qui a été réalisée qui montre que voilà, si un job est considéré immoral, il faut payer les gens presque 2 fois plus pour qu'ils soient heureux d'y travailler. Et les gens les top talents, alors qu'on sait bien que les talents aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial pour toute entreprise, voilà, si votre entreprise n'est pas perçue comme contribuant aux besoins du monde, vous aurez un mal de plus en plus conséquent à pouvoir assurer finalement voilà, que vous pouvez non seulement attirer, mais aussi conserver les talents pour travailler chez vous. Et puis, il y a aussi tout ce qui est les problèmes de privacy qui sont de plus en plus importants, avec évidemment l'Europe avec le GDPR. Et puis aussi, on voit avec des sociétés comme Apple qui vont aussi de plus en plus réduire la capacité finalement de faire du micro-targeting. Et donc, ils viennent d'annoncer le fait que Facebook ne pourra plus sur les iPhones targeter les gens comme il le faisait auparavant. Et du coup, on voit qu'il va y avoir un shift parce qu'il va y avoir donc énormément, jusque dans les 15 dernières années, on a vu que tout le budget marketing, une grande partie en tout cas du budget marketing à travers le monde a été centralisé auprès des GAFAM, Google, Facebook, etc. Et finalement, avec ce front avec le concern de la privacy et Apple aussi qui s'y met, voilà, on dit qu'il va y avoir 25 milliards de dollars de pertes pour Facebook et Google. Et donc, c'est finalement tout cet argent qui va créer de nouvelles opportunités finalement, parce qu'il va redescendre, il va se redécentraliser
et arriver de nouveau dans les mains des producteurs locaux. Et c'est ça pour moi, donc le nouveau marketing finalement, c'est que dans un monde où pour pouvoir toucher la population, on ne peut plus donner un message top-down qui va être pour tout le monde, mais on doit au contraire faire un jeu de coopération avec des communautés locales. Pour moi, c'est ça l'enjeu du nouveau marketing. C'est de créer des liens, d'ouvrir les portes et de créer des liens avec toutes ces personnes qui sont finalement les nœuds dans toutes ces différentes communautés. Et donc la question devient plutôt, OK, comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut finalement considérer notre équipe marketing non plus comme les personnes qu'on a nous-mêmes engagées et qui obéissent à nos ordres dans une hiérarchie, qui est une organisation capitalistique, mais plutôt, en fait, notre équipe marketing, c'est une équipe qui est en fait ouverte, que la personne qui est sur YouTube, qui travaille, qui partage les mêmes valeurs et qui a une communauté, en fait, cette personne, c'est aussi finalement un membre à temps partiel de notre équipe marketing d'une certaine façon. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir finalement une équipe qui est beaucoup plus fluide avec toutes ces personnes qui peuvent, de manière bottom-up, dire « mais voilà, j'aime ce que cette boîte fait, je vais en parler parce que ça va aider, ça va être utile à la communauté. » Et donc, aider donc les locales communautés, c'est aider donc les gens qui produisent quelque chose pour ces communautés. C'est les gens qui créent de la valeur pour ces communautés. Et donc, tout ce qui tourne autour de donner aux gens ce qu'ils ont besoin pour créer ou partager quelque chose avec la communauté est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Et donc, pour cela, ça peut être aider. La première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est l'argent. Des communautés ont besoin d'argent pour pouvoir lancer des projets. Donc, ça peut être financer des projets locaux, financer le journalisme local aussi et financer de la recherche en open source. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, finalement, permettent de créer du contenu qui est intéressant, que les gens auront envie de partager. Et du coup, de facto, vous devenez un partenaire pour toutes ces personnes qui ont accès à toutes ces communautés qui vous intéressent. Ces personnes-là vont vous considérer comme partenaire parce que vous êtes une source de contenu intéressant pour leur communauté. Et donc, voilà, c'est là que je pense qu'il y a un shift de paradigme et une opportunité énorme. On parle de post-Covid, on parle de retour au local. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes nos organisations, toutes nos marques, etc., pour finalement supporter ce réveil citoyen local et leur offrir les outils, le contenu, etc., qu'ils ont besoin pour cela. Et donc, voilà, donc même chose ici. Alors, on a vu que Tesla, par exemple, dans cette transition, on a des marques, des nouvelles marques qui essaient d'emboîter le pas. Et donc, on a vu que Tesla a carrément dissous leur PR, leur équipe PR, parce qu'on n'est plus dans le vieux schéma où on a une équipe de public relations qui doit convaincre un nombre limité de producteurs. Non, on se trouve dans un nouveau monde qui est fait comme de youtubeurs comme ici, Marquis Brownlee. Et du coup, ils ouvrent la porte à venez, bienvenue, on va vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique les voitures. Donc, on donne du contenu qui est intéressant et qui ne passe plus par des intermédiaires. Et finalement, on considère les gens en dehors de Tesla, qui ne travaillent pas nécessairement pour Tesla, mais comme des partenaires qui peuvent aider à divulguer le contenu. Là, cette vidéo, on voit, elle a eu 11 millions de vues, par exemple. Voilà. Et puis, un autre exemple qui est de soutenir des communautés locales, c'est ce que EcoVert a fait très récemment. Ils ont décidé de réinvestir 1 demi-million d'euros qu'ils ont gagné avec le surplus des ventes lors du confinement pour soutenir des initiatives locales durables. Et donc, ils ont eu plus de 700 applications de différents projets et 21 finalistes dans plusieurs pays, y compris la Belgique. Et donc, c'est aussi, je pense, un excellent exemple où, finalement, la marque se positionne comme partenaire de ces nouveaux leaders locaux qui ont des projets, qui veulent faire quelque chose de durable. Et voilà, et je pense que c'est ça vraiment une des clés. C'est pour accélérer cette transition,
c'est que toutes ces marques qui existent, ces infrastructures, se positionnent comme soit en tant que plateforme qui donne des building blocks pour que les gens puissent créer quelque chose. Et donc, plateforme, mais on pense à YouTube qui permet aux gens de pouvoir créer un channel, ou on pense même à la RTBF qui récemment permet, à travers le confinement, a permis à plusieurs personnes de lancer leur podcast, par exemple, ou de créer de nouvelles émissions. Ou dans le cas des covers, on pourrait imaginer qu'ils aident à ouvrir en open source les différentes recettes pour fabriquer des savons à la maison, des choses comme ça. Ou donc, soit en tant que plateforme, soit en tant que contributeur actif de la communauté, c'est-à-dire ouvrir comme, je pense que c'était Mathieu qui l'avait dit, qu'avant, donc c'était très finalement top-down, one-way, communication vers des consommateurs. Maintenant, il faut plutôt, les marques doivent faire partie des communautés, intégrantes des communautés. Et donc, ce n'est plus leur donner un message one-way, mais c'est two-ways maintenant. Donc, il faut cultiver finalement, je crois très fort au rôle de community manager, afin d'écouter ce que la communauté expresse comme besoin, et puis finalement co-créer avec eux ce qu'ils peuvent faire. Voilà, et alors il y avait, je ne vois plus dans mon truc, mais je vais m'arrêter ici parce que je voudrais surtout, voilà, c'est avec Patagonia qui est encore un autre exemple évidemment, qui sont connus depuis de longue date et qui ont aussi un fonds, une fondation pour supporter de nombreux projets aussi dans tout ce qui est économie durable. Donc voilà, je voudrais m'arrêter ici parce que l'heure tourne et pour avoir un petit peu de feedback et de questions de votre part par rapport à, voilà, qu'est-ce que ça suscite chez vous et comment est-ce que vous voyez les choses, peut-être de manière concrète, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les choses avec les ressources auxquelles vous avez accès dans votre entreprise. Comment est-ce que vous voyez pouvoir aider les différentes communautés, les différents projets citoyens qui œuvrent dans ce sens, et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui finalement? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? J'ai juste une question, donc c'est Kim. J'ai juste une question par rapport à la légitimité, puisque j'entends bien qu'aujourd'hui, c'est le soutien aux communautés. Le marketing est souvent taxé d'opportunisme. On a vu comment le marketing s'est jeté sur les influenceurs avec toutes les dérives. Et dans l'actu, depuis 48 heures, il y a encore un collègue bien sympathique de Radio Contact qui en est victime, puisqu'il a relayé dans des vidéos. Il a fait une vidéo pour des agriculteurs qui sont taxés de ne pas respecter des préceptes écologiques. Donc, je veux dire, le soutien. Quel est le garde-fou pour ne pas que des communautés qui, de manière en dehors de leurs heures de boulot, font preuve d'un réel engagement, se voient convoitées par toutes ces marques pour relayer un message qui, in fine, reste un message commercial? Ouais, voilà. Oui, c'est une excellente question. Et je pense que le marketing dans une communauté, en fait, c'est du give, give, take. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut donner, être utile, montrer d'abord que vous êtes utile envers la communauté avant de demander quelque chose, de passer votre message. Et c'est là qui est très différent par rapport à l'ancien monde top-down. C'est que finalement, c'était qu'un one-way, donc c'était que voilà, on envoie nos messages, on vous l'impose. Pour être sûr que vous êtes en résonance avec la communauté, mais il faut d'abord écouter. Il faut d'abord dire qu'est-ce que vous avez besoin. Et puis, vous donner ce qu'eux ont besoin, même si ce n'est pas directement aligné avec vous, comme on a vu ici Ecovert qui, OK, de quoi est-ce que vous avez besoin? On peut vous mettre à disposition des capitaux, on va le faire, on va en sélectionner, on aide. C'est la première étape, on aide. Et puis après, on peut commencer à co-créer ensemble parce qu'on a gagné de la confiance de la communauté. On a montré à la communauté qu'on était d'abord là pour aider la communauté avant de notre profit. Ok, clair. Moi, je voudrais... Vas-y, Valérie. Je voudrais prendre le point de vue d'une régie. Aujourd'hui, en fait, quand tu exposes que le fait de faire un tissu local beaucoup plus fort
et comme une alternative, ben nous, on y croit aussi beaucoup. Mais en réalité, tu regardes d'un point de vue régie aujourd'hui, par exemple, comment le business est construit, on reste quand même dans des écosystèmes où finalement la part de ce qui n'est pas local est de plus en plus grande. Alors nous, on fait un effort aujourd'hui en termes, par exemple, purement technologiques et solutions, finalement, de faire des promesses pour nos clients et nos annonceurs, d'arriver à générer de la valeur au sein de l'écosystème national et en faire une priorité. Et je pense que c'est un message qui aujourd'hui retentit chez chacun et que voilà, c'est vraiment un argumentaire qu'on peut commencer à développer avec nos clients en disant si vous investissez au travers de ce qu'on vous propose en Belgique, eh bien, ça va, tout l'écosystème belge va en profiter. Mais malgré ça, on se rend compte quand même qu'on fait face à l'écosystème des agences médias également. Et pour moi, les agences médias aujourd'hui, elles restent quand même encore comment dire, en tant que représentants de différentes marques, elles ont un grand rôle à jouer et aujourd'hui, elles ont d'autres enjeux que ceux de la sustainability, on va dire. Elles ont des enjeux économiques très forts. Alors, quand je t'entends et que tu montres des exemples comme ça d'annonceurs qui ont une démarche durable et qui finalement est peu industrialisée parce que c'est chacun un peu son petit projet, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas aujourd'hui dans notre écosystème belge à mobiliser les agences médias derrière les efforts qu'on fait de manière individuelle, que ce soit des médias comme Énergie, comme RTBF, que ce soit des régies comme RMB ou quoi que ce soit. Je trouve que ça reste vraiment un point encore très compliqué. Et voilà, donc c'est un obstacle aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'évidemment, il y a tout, pendant plus de 50 ans, on a développé finalement ces médias nationaux, ces marques nationales ou même internationales. Et donc, il y a un mismatch finalement d'échelle. Et comment est-ce qu'on réconcilie les deux et qu'on fait la transition? C'est évidemment un grand challenge. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, par exemple, je ne regarde plus du tout les médias nationaux. Je suis beaucoup plus branché maintenant BX1, Bruges, des médias à Bruxelles parce que j'habite Bruxelles. Et si je veux avoir un truc qui va au-delà de Bruxelles, ben alors je me retrouve directement sur le New York Times, The Guardian, parce que voilà, je pense que fondamentalement dans l'univers, il n'y a que deux états qui existent, deux échelles qui existent, qui est l'échelle des bits et des atomes. Les atomes qui fait que c'est là où on habite, là où on vit, et puis les bits qui sont internationaux et qui sont limités que par l'encryptage qu'on appelle langage. Et donc, il y a la communauté francophone, la communauté néerlandophone, la communauté anglophone, mais qui n'a pas de frontières. Et donc, on est entre ces deux-là. On voit que dans ce paradigme-là, on a soit des super marques internationales, globales, comme les GAFAM, hein, Apple, etc. Et puis, on a des trucs hyper locaux. Je pense qu'il y a je suis convaincu qu'il y a déjà, ça se passe déjà, mais que maintenant ça s'accélère avec le confinement et tout ça, c'est qu'il y a une explosion, une renaissance de l'entrepreneuriat local. On voit une explosion de producteurs locaux, de gens qui se lancent, et on est encore au tout début. Et je pense que par rapport à cette nouvelle économie qui est en train de se développer, des médias locaux sont beaucoup plus en contact avec cela. Et le challenge pour les marques qui sont plutôt nationales, du coup, c'est de soit devenir des plateformes pour aller aider ces nouveaux entrants à « Ah, tiens, ben nous, on a une infrastructure, plutôt que nous vous vendre de la Heineken, on va vous offrir l'infrastructure pour vous permettre de fabriquer votre propre Brussels Beer Project. » Et des choses comme ça. Donc, soit devenir une plateforme, soit simplement aider. Je pense qu'il y a aussi énormément d'opportunités pour les marques au niveau marketing maintenant, c'est d'aller trouver alors, appeler influenceurs, j'aime pas trop appeler ça influenceurs, mais plutôt des producteurs de contenu locaux, des nouveaux podcasts, et court-circuiter finalement les anciennes plateformes. Je pense qu'il y a aussi une renaissance, dans cette renaissance des communautés, les marchés deviennent des communautés et chaque communauté a besoin de son propre pôle média. Donc, je pense que, voilà, pour Ikram aussi,
qu'il y a aussi va y avoir une renaissance de la création de contenu pour les journalistes qui doivent se plugger dans des communautés, soit géographiques, soit topicales, soit le croisement des deux. Et pour cela, il faut que ce soit financé. Et là, je pense que les marques ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce que d'une certaine façon, les marques font un profit, c'est une taxe finalement sur la consommation d'une certaine chose. Et avec ce profit, devrait pouvoir être utilisé pour continuer à informer la communauté. Si je t'entends bien, tu ne crois plus à des campagnes publicitaires, ou en tout cas des campagnes marketing orientées autour des formats habituels et des formats traditionnels. Tu revendiques plutôt un investissement dans de la production de contenu sponsorisé, brandé, avec une vocation de durabilité. Absolument, absolument. Pour moi, le budget marketing doit être maintenant un budget de co-création. Parce que quand il y a de la co-création, les gens ont un incentive pour partager ce qu'ils ont. Ils sont fiers. Donc, les gens ils ont un incentive énorme de devenir rejoindre votre équipe marketing pour partager ce qu'ils ont co-créé. Mais ils l'ont co-créé avec vous, donc ils vous aident en même temps. Alors que s'ils n'ont pas du tout co-créé, c'est du marketing 1.0. Et en plus de ça, avec GDPR, avec Apple qui défend la privacy de ses utilisateurs, avec toutes ces forces externales, voilà, l'arrêt de la publicité dans les villes, par exemple, il y a de plus en plus de forces contre les billboards et tout ça. Donc, c'est une uphill battle que de vouloir continuer à faire du marketing classique. Ça va encore exister d'ici, mais ça va. C'est comme la publicité pour le tabac. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et donc, il ne restera plus que la co-création comme façon de pouvoir finalement toucher toutes ces communautés. Ça demande naturellement, parce que là, on est au niveau marketing, au niveau communication, mais ça demande, je dirais, en dessous, dans la couche inférieure, une transformation des entreprises. Parce qu'effectivement, une entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, des mouchoirs et une autre qui fabrique de la lessive, elles vont devoir complètement modifier leur mode de fonctionnement et de production pour pouvoir justement rentrer dans cette nouvelle équation. Oui, elles doivent s'ouvrir. Elles doivent s'ouvrir pour permettre la co-création. Donc, si tu produis de la lessive, comment est-ce que tu peux en fait aider les gens à créer leur propre lessive en open source et après toi, tu offres la capacité de pouvoir scaler ta création comme Amazon avec AWS, donc Amazon Web Services. Je ne sais pas si vous êtes familier avec… donc, Amazon a développé sa propre infrastructure pour pouvoir héberger leur site Internet partout dans le monde. Et puis, ils l'ont mis à la disposition à la minute au service des startups, qui est pour moi exactement le paradigme qui est en train de se développer dans toutes les industries, qui est ce paradigme de « Ok, j'ai créé une boîte, j'ai créé une infrastructure qui a coûté énormément d'argent pour la mettre. C'est débile que chacun doive redévelopper la même infrastructure. Mais par contre, pour que les gens doivent… On est dans cet esprit de co-création. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets mon infrastructure, je l'ouvre et je la loue à la minute, à l'heure, qu'importe, pour que des gens… puissent créer leur propre création au-dessus de mon infrastructure. Et ça, c'est idéal dans le domaine des services comme Amazon et tout ce qui est les services. L'équation fonctionne. Prenons la lessive, justement. Ouais. Si on arrive avec de la lessive open source, que va devenir le fabricant de lessive lui-même et, par exemple, les milliers de personnes qui travaillent pour l'entreprise? Mais donc pour moi, c'est clair qu'on va aussi, tout ce mouvement va aussi dans le sens évidemment de l'open source, puisqu'on veut partager au maximum. Si on est vraiment dans la co-création, le but de l'entreprise maintenant devient de comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la conversion de consommateurs en co-créateurs. Et pour cela, l'open source fait tout son sens, parce que je ne peux pas co-créer si je n'ai pas accès au mode d'emploi. D'où l'importance de l'open source. Et dans ce monde-là, finalement, on arrive à convertir un maximum de consommateurs passifs en contributeurs actifs qui vont co-créer avec vous et ils vont quand même passer par vous parce que vous avez fait les investissements à la base pour mettre en place une infrastructure de production, de scalabilité, de distribution, de savoir-faire qui fait que, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas… c'est la plus grande fallacie avec l'open source. D'ailleurs, Microsoft était en guerre contre l'open source et maintenant, c'est le premier investisseur dans le monde de l'open source.
Avant, on croyait que l'open source allait effectivement donc, tuer le capitalisme et tuer les entreprises et on pensait que les entreprises, en fait, c'était de la propriété intellectuelle, que c'était ça qu'il fallait absolument défendre. Mais en fait, on se rend compte que non, il faut l'ouvrir au maximum, cette propriété intellectuelle, pour qu'il y ait un maximum de gens qui vont co-créer avec nous, distribuer le contenu, et puis ces personnes-là vont continuer à nous utiliser, et c'est l'exemple avec AWS. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple avec Nike, justement, qui permet de dessiner, je crois que c'est Nike qui permet de dessiner sa chaussure, etc., où là, l'individu pense, oh, oui, je travaille avec Nike, je fais ma chaussure, mais là, je veux dire, c'est du bullshit. Non, après, il y a différents niveaux, évidemment, de co-création. Hein. Il y a le niveau juste de personnalisation, qui est le premier niveau, qui est effectivement la chaussure Nike. Et puis, il y a un autre niveau qui est, OK, je veux créer ma nouvelle marque de chaussures de Bruxelles. Voilà, et Nike devrait en fait avoir une section Nike Academy qui est comment est-ce que vous lancez votre propre marque de chaussures. Ça, ce serait une bonne idée. Je serais la première à la Nike Academy. Voilà. Et donc, ce concept d'Academy, je suis assez fan en tant que concept. Oui. Xavier, je vois que dans ton document, tu cites Vitalik Buterin, donc l'intervenant, l'inventeur de l'Ethereum. Comment tu vois la technologie blockchain dans tout ça, dans ce monde de décentralisation qui permet de faire des projets sans intermédiaires comme les grandes banques et les grandes institutions qui souvent viennent freiner des projets. Comment tu vois ça? Et dans quel délai? Oui, alors pour moi, la blockchain, c'est l'Internet 2.0. L'Internet qui ne permet pas uniquement de partager sans frontières de l'information, mais qui permet de partager de la valeur de manière sans frontières. Là maintenant, je pense qu'un des grands maux de notre société aujourd'hui capitalistique, c'est en fait la finance. Parce qu'en soi, le capitalisme n'est pas mauvais. C'est l'excès de capitalisme qui devient un cancer. Et la finance est un gros problème là-dedans. Et au même titre que l'Internet a disrupté les médias diffuseurs d'informations, je pense que tous les blockchains est en train de disrupter tout ce monde de la finance et c'est une excellente nouvelle. Et je pense que ça va de nouveau dans le même sens, qui est le sens de, il y a deux forces en fait qui se passent dans le monde. C'est une force qui est une attraction vers le global et une attraction vers le local, vers les bits, les atomes. Et que, bon, c'est un sujet pour une autre conversation, mais les États-nations sont entre les deux et sont contre-productifs. Et donc voilà, et la blockchain est une façon finalement de bypasser les États-nations. Il y a un super livre écrit en 1997, 10 ans avant le white paper de Bitcoin qui s'appelle The Sovereign Individual et qui parle justement de tout cela. Mais je pense qu'on va arriver en fait à The Sovereign Community, que les gens vont se recréer des communautés par sujet qui sont soit globaux. Je suis passionné de Star Wars. Et là, on s'en fout qu'on habite San Francisco ou Bruxelles ou des communautés locales. Mais finalement, grâce à toutes ces technologies-là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on permet aux communautés de recréer de nouvelles institutions finalement. On permet aux communautés de recréer leurs propres médias, puisque le coût de création d'un média est nul. Avec la blockchain, on permet aux communautés de recréer leur propre currency. Et donc voilà, donc tout ce qui est local currencies, ça va, pour moi, d'ici les 10 prochaines années, ça va décoller en flèche. Et ouais, je trouve que c'est exciting. Moi, je trouve que le futur est exciting. Et c'est une redistribution des cartes. Il y avait jusqu'à présent, finalement, des frictions énormes pour créer. Il y avait jusqu'à présent dans notre monde, finalement, un monde qui était divisé entre les producteurs et les consommateurs, avec la majorité qui était des consommateurs, et on était condamnés à consommer. Et exister, c'était consommer. On était défini par ce qu'on consommait. Et demain, on sera défini, aujourd'hui même, on commence de plus en plus à être défini par ce qu'on crée. Et donc, on va chercher des marques, on va consommer des choses qui vont nous aider à créer et des choses qui vont nous aider à partager. Parce que comme ça, on va recréer à travers cela les communautés, on va recréer de la meaning, du sens dans notre vie en recréant ces communautés. Et puis, la communauté, c'est l'immunité en fait. C'est la nouvelle community is immunity.
Donc voilà, et peut-être pour conclure, je pense qu'il y a dans le monde de marketing, autant je suis convaincu que le marketing top-down est dead, en tout cas est dying, autant comme dans toute chose, il ne faut pas oublier que derrière tous ces départements, ces labels, il y a des gens, des êtres humains qui ont un talent fou. Et le talent du marketing, des gens qui travaillent dans ce milieu, c'est d'être capable de nous faire rêver d'une meilleure version de nous-mêmes. Et la question devient, comment est-ce qu'on peut utiliser ce talent, le réaligner pour qu'il contribue à aider notre société à rêver, à imaginer une meilleure version de nous-mêmes en tant que société. Et voilà, il y a encore tout à faire, mais le talent est là. Et il faut y aller, quoi. Merci beaucoup, Xavier. J'avais fermé mon micro. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a un petit peu débordé sur 15 heures et comme on est en mode distanciel, ben on respecte plus les horaires qu'avant, donc c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Xavier ou sinon vous pouvez les poser, on lui enverra, donc c'est pas un problème. Mais si vous avez des questions en direct, c'est le moment. Moi, j'ai une question. Mathieu? Xavier, tu viens de dire community is immunity. Oui, j'ai dit cela. Comment est-ce que tu vois, admettons que, imaginons un monde où la télévision soit mise dans la main des consommateurs. Comment tu vois, donc imaginons que les consommateurs deviennent des émetteurs d'émissions ou des concepteurs d'émissions. Comment tu vois la coexistence des différentes priorités, des différentes valeurs dans les émissions créées par les différents consommateurs qui n'ont pas forcément tous la même… Est-ce que ça ne va pas créer des conflits? Tu vois, un consommateur va vouloir dire « je défends l'entreprise et l'économie », un autre va vouloir dire « je défends la planète », un autre va vouloir dire « non, mais moi, je défends les hôpitaux ». Tu vois, il y a des arbitrages. Donc, une fois que ce pouvoir est remis dans la main des consommateurs, comment est-ce que tu vois ces équilibrages? Mais il n'y a plus d'arbitrage justement qui doit être fait. C'est typiquement le fait que, par exemple, avant, il y avait une équipe, enfin, il y en a toujours, j'imagine, par exemple, dans le journal Le Soir, qui doit définir ce qu'on met sur la première page du journal. Et là, effectivement, soit on met ça, soit on met ça, mais il faut trancher à un moment donné. Mais sauf que quand on devient une plateforme et qu'on permet à n'importe quelle communauté de créer son propre blog, il n'y a plus besoin de trancher. Donc, les gens qui ont envie de parler de plus de sustainability et puis d'autres qui ont envie de parler de vélo et d'autres qui ont envie de parler de voitures électriques, par exemple, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Chacun a sa communauté et peut choisir de passer du temps, de l'attention, de contribuer à l'une communauté ou l'autre. Alors ça, évidemment, ça crée une certaine, finalement, une polarisation, parce que ça crée des bulles. Par contre, là, ce qu'il faudra aussi absolument développer, c'est des communautés qui sont basées plutôt géographiques, d'où le retour au local. Parce qu'il n'y a rien à faire. Pour recréer société, il faut qu'on ait a shared reality, a shared understanding of reality. Donc, il faut qu'il y ait un socle commun d'une réalité qu'on peut tous partager. Sinon, c'est un gros problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir un débat avec d'autres personnes, puisqu'on a tous une série de facts très différentes finalement. Et donc, on n'est déjà pas d'accord sur les faits. Du coup, c'est très extrêmement dur d'avoir une conversation sereine. Et donc, la première étape, c'est de remettre tout le monde à niveau d'une certaine façon par rapport à un certain sujet. Et pour cela, soit on partage une réalité physique qui est la même. Du coup, entre gens qui habitent la même ville, on peut avoir cette conversation. Mais ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui habite la campagne son avis sur la voiture à Bruxelles. Je veux dire, ce sont deux réalités qui sont extrêmement différentes. Donc, soit on parle de la réalité physique, soit on parle d'une réalité sur un certain sujet, et d'où aussi le concept d'assemblée citoyenne, par exemple. La France vient de faire ça sur le climat, par exemple, qui a pour but de prendre au hasard un nombre très varié de gens et de s'assurer qu'on les mette à niveau avec une certaine série d'experts. C'est seulement après cela qu'on peut avoir une conversation et recréer société. Sinon, on part chacun
et on se polarise encore plus. Merci Xavier, merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, je vous rappelle, vous aurez donc une version propre de la vidéo dans les prochains jours. Ce ne sera certainement pas demain, donc, mais ce sera pour bientôt. Et nous continuerons à avoir ce type de débat chez nous parce que c'est un peu notre ADN depuis quelques années quand même. Donc, voilà. Je crois, Charlotte, pas de questions? Non, moi j'avais plus une question, mais c'est plutôt une réflexion régie, agence média, mais c'est peut-être tout à fait un autre sujet. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans le sujet, mais ça serait plus alors par rapport à Kim, parce que, par exemple, N-Group, c'est vrai qu'ils ont les 120 minutes pour changer le monde. Je trouve que c'est une super chouette initiative et il n'y a pas beaucoup, finalement, de régie qui offre cet espace gratuit, en fait, à certaines associations ou ASBL. Et en fait, ce que le consommateur demande aujourd'hui, c'est recevoir l'information qui a du sens. Mais le problème, c'est que les personnes, les ASBL, les startups, les gens qui veulent communiquer sur ce qui a du sens, ils n'ont pas de moyens. Et ceux qui ont les moyens, ce sont les annonceurs qui communiquent sur, entre guillemets, des choses qui intéressent moins les consommateurs. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu il n'y a pas d'issue par rapport à agence média, régie et consommateur, et donc il y a un gap entre le consommateur et en effet les grands acteurs dans le monde des médias, parce qu'ils ne se parlent pas entre les petits acteurs et en fait les gros médias. Donc voilà, c'est un peu de voir pourquoi il n'y a pas de task force entre les régies pour essayer de prévoir plus d'espace gratuit pour justement ce type de communication. Est-ce que finalement, les auditeurs donnent des feedbacks et demandent plus ce genre de communication? Et donc, du coup, d'espèce de créer, de co-créer ensemble cet espace gratuit. Mais c'est là qu'en fait, c'est pas possible pour… voilà, si on n'a pas les moyens, le budget, on n'arrive pas à communiquer. Et c'est toujours ça le souci, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait un autre débat, mais donc c'est vraiment une réflexion. Ouais. Finalement, moi, je n'arrive pas à avoir de réponse voilà. Juste comme tu citais l'exemple des 120 minutes est né il y a 4 ans de la volonté de cadrer toutes les demandes qu'on recevait. Parce qu'en tant que média, on reçoit des demandes en direct. Et forcément, les demandes qui transitent par les agences médias ou les régies sont souvent des demandes. Imaginons la Croix-Rouge, voilà, j'ai 20 000 euros, est-ce qu'il y a moyen de me planifier 40 000 euros? Ces demandes transitent par vous, mais les demandes d'acteurs qui ne disposent pas de budget arrivaient chez nous chaque jour. Et alors, on se disait en début d'année, on est généreux, et en fur et à mesure que l'année évolue, on se disait, oui, mais là, nous aussi, on est limité à 12 minutes par heure. Quel cadre on crée pour prendre des décisions objectives par rapport à toutes ces demandes? Et on a créé 120 minutes qui a un genre de concours, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, il y a un jury, et ce jury essaie de faire en sorte que chaque secteur soit représenté, qu'une personne qui a gagné l'année dernière ne regagne pas l'année prochaine. On essaie d'objectiver un peu la manière dont on offre ce plus de 1 million d'espaces chaque année, mais évidemment, ce serait mieux si ce serait centralisé et que ce serait une démarche multimédia et transmédia. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des initiatives, il y a la VRT qui a aussi une commission humanitaire, donc il y a un comité qui décide aussi, qui octroie de l'espace. Mais je veux dire, voilà, moi, un de mes clients aussi, il est actif dans le secteur des ONG. Enfin, c'est le lien entre agence média avec un annonceur comme ça, par exemple, acteur, enfin, une ONG, pour essayer de voir ce qui est possible de faire au niveau régie. Il y a les red cards où il y a des discounts parce que c'est le secteur ONG, mais enfin voilà, je trouve ça, voilà, je me dis qu'il y aura peut-être une possibilité d'offrir plus d'initiatives comme 100 minutes pour changer le monde et comme la VRT ou même d'autres, parce que c'est vrai que IP, ils ont leur action télévie, les RMB aussi, Viva for Life, et donc voilà, chaque régie a aussi sa RSE, donc sa responsabilité, mais donc voilà, c'est un peu voir comment essayer d'avoir une… Oui. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. Une petite réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que un problème que je vois, c'est que du coup, on tombe facilement dans OK, on veut parler avec des interlocuteurs qui nous ressemblent, et du coup, on parle à des ONG comme la Croix-Rouge, mais qui sont elles-mêmes dans le vieux paradigme, qui ne sont pas dans le nouveau paradigme bottom-up.
Et donc, je me demande juste, c'est du brainstorming ici, hein, je ne suis pas au jour le jour dans votre industrie, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt moyen de demander aux marques hey, est-ce que vous ne voulez pas sponsoriser un espace publicitaire en bottom-up et on décentralise le truc au maximum, au contraire, et on permet aux initiatives locales, aux startups locales, whatever, voilà le process pour appliquer et la marque qui, évidemment, doit approuver, mais on est dans du bottom-up. Ce n'est pas la marque qui fait le spot commercial. Non. C'est une initiative citoyenne qui a envie de parler d'un truc et que la marque a dit « Ah, ça correspond à nos valeurs. C'est génial. On va dire cet espace publicitaire est offert par X, Y or Z. » Ça a été fait il y a 1 mois, mais avec quand même encore un fort contrôle de la marque. C'est BNP Paribas qui a sponsorisé une campagne pour soutenir l'Horeca durant le confinement. Et donc, eux ont payé l'espace et ont permis à des acteurs de l'Horeca d'utiliser cet espace. Donc, c'est des premières initiatives qui vont dans ce sens-là. Ouais. Oui, c'est ça, j'avais vu aussi passer sur LinkedIn vraiment, en fait, différents annonceurs qui ont lissé ou donné finalement à une ONG, que ce soit 2 spots dans leur justement big budget radio online ou même TV, c'est de dire, OK, moi je donne 2 spots, et 2 spots par-ci, 2 spots par-là, ben, finalement ça te fait une bonne campagne TV ou radio, et donc ça c'est… oui, en effet, ben, bon. Ça prend du temps quoi, d'aller chercher chez l'annonceur de spot pour en fait finalement communiquer sur… Enfin, c'est ça qui est un peu triste quoi. Je crois qu'ici, on a autour de la table tous des acteurs engagés, chacun à son niveau et chacun avec ses compétences particulières. Je crois profiter que vous vous connaissez, peut-être pour vous mettre chacun de votre côté, peut-être autour de la table avec les bons interlocuteurs, régie, agence média notamment, par exemple, pour faire avancer le schmilblick. Et je crois que la balle sera surtout, parce qu'on le voit, les difficultés de chacun, mais je crois que la balle sera surtout dans le camp des annonceurs. On en avait un qui était inscrit ici, mais finalement, ils ne sont pas venus, ils se sont inscrits, donc ils verront la vidéo. Donc, je crois que la balle est dans leur camp, parce que c'est de leur côté que les rangs vont devoir bouger, même si c'est des petites failles, c'est de leur côté que les rangs vont devoir bouger, et ça permettra alors d'orchestrer de manière plus simple, en open source et en mode de partage, les communications et les actions, et justement de mettre à l'avant-plan les acteurs locaux. Xavier, je te laisse le mot de la fin. Oui, non, écoute, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, tout doit bouger partout, en fait. Il n'y a pas uniquement telle personne qui doit bouger, tout le monde doit bouger, et il y a toujours un problème de chicken and egg. De poules et d'œufs, et donc, à un moment donné, il faut juste y aller. Je pense qu'effectivement, les agences, les régies ont un rôle finalement d'agrégation et que peut-être qu'elles peuvent jouer un rôle dans ce nouveau monde d'aider finalement les marques à avoir une agrégation qui soit bottom-up et d'aider finalement les marques à financer les nouveaux médias. Plutôt que de vouloir continuer à offrir des spots sur les vieux médias, il y a aussi toute une série de nouveaux médias, de nouveaux podcasts qui se créent, qui sont super, et des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on essaie de sortir au maximum des think outside of the box, comme j'aime le dire, et qu'il y a plein d'opportunités. Et puis voilà, merci encore pour l'opportunité de parler avec vous. J'espère que nos chemins se recroiseront prochainement, et c'est super, ça me donne de l'énergie de voir qu'il y a des gens super qui partagent les valeurs et qui essayent, chacun au niveau de pouvoir sur lequel on évolue, avec les organisations avec lesquelles on travaille, essayer de faire avancer petit à petit le schmilblick, comme on dit, et ça donne beaucoup d'espoir. Donc merci à vous tous.